Hello, c'est Joanna, bienvenue dans ma citadelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit point lecture. En mars, j'ai lu 21 livres, donc je vais vous parler de mes 7 premières lectures du mois parce que sinon, j'ai peur que la vidéo soit un petit peu trop longue. En mars, j'ai lu le premier tome, enfin plutôt le deuxième de Witch and God de Leafstone qui va se concentrer sur la sœur de Ella, Circé, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce second opus. Alors, dans le premier tome, on suit le mariage d'Ella avec Démos, mais malgré celui-ci, il y a des tensions qui persistent entre les dieux et les sorcières. Circé, elle n'a pas vraiment le temps d'essayer de comprendre comment concilier les problèmes divins parce que il y a son attirance pour Hermès qui va rentrer en jeu. Hermès, c'est le dieu messager, mais son âme, elle va tout d'un coup s'échapper de son corps et elle va se retrouver dans un autre royaume. Je vous en dis pas plus parce que j'ai peur de vous spoiler un petit peu le tome 1 en vous faisant le résumé du tome 2. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne suit pas les mêmes personnages, mais on a quand même une trame de l'histoire qui se suit et donc il est important de lire les livres dans l'ordre. Le tome 1 pour moi avait été une bonne lecture mais sans plus, j'avais pas eu le coup de cœur que beaucoup ont eu. Par contre, j'ai vraiment préféré cette suite de saga. Je trouve qu'elle se bonifie. On a Circé qui est une héroïne vraiment badass, elle a beaucoup de caractère, j'adore ça, elle se laisse pas faire et elle a ses propres valeurs. Quant à lui, on a un côté mythologique qui est beaucoup plus développé. On a le monde divin qui va beaucoup plus se développer par rapport au premier opus. On va avoir un aperçu des relations des personnages, mais aussi des mésententes qu'il peut y avoir entre les diverses divinités. Ce tome, lui, va nous faire voyager dans un nouveau monde et ce qui est formidable avec la plume de Leafstone, c'est que j'arrivais à le visualiser parfaitement. On avait des descriptions très immersives. Et j'ai vraiment adoré ma lecture, mais sur la fin, on a une intervention d'un personnage qui, elle, ne m'a absolument pas convaincue. Je peux pas vous en dire plus, puisque sinon, je risquerais de vous spoiler. J'ai vraiment passé un super moment avec ce tome 2, et actuellement, le tome 3 est justement ma lecture en cours sur Meroway. Donc je vous en parlerai dans un autre point lecture lorsque j'aurai lu celui-ci. Cette fois-ci, on part dans le milieu de la danse parce que j'ai lu le premier tome de En équilibre, I Want You de Kaka Allen. Alors, c'est l'histoire d'un chorégraphe et d'une danseuse. Tous deux ne devraient pas tisser de lien. Il y a un contrat qui interdit les liens entre les personnes de la troupe, mais leur attirance va être plus forte que tout et ils vont devoir choisir entre la danse et l'amour parce qu'ils ne peuvent pas concilier les deux. Alors moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre parce qu'on a une romance slow burn comme je les aime. On a une relation qui prend vraiment son temps. On a tout d'abord une petite rencontre qui est très électrique avec une alchimie de dingue qui est intensifiée par le milieu de la danse à travers la gestuelle, les chorégraphies. Il y a beaucoup de sensualité qui se dégage de toutes les descriptions. Les personnages principaux du roman, eux, je les ai totalement adorés. Tous deux sont touchants, sont sincères. On a deux points de vue et à travers ces deux points de vue, leur vécu il est abordé pour donner beaucoup plus de profondeur au récit. Mais pour moi, il y a un petit élément en trop, notamment en ce qui concerne le passé de notre héroïne qui était pas forcément nécessaire pour véhiculer plus d'émotions. C'était un petit peu trop. Personnellement, moi j'adore tout ce qui est série sur la danse, film sur la danse. C'est vraiment le genre de choses que j'aime regarder, qui me détend. Et avec les descriptions de ce roman, j'avais l'impression de visionner ce genre de films et de séries. On a vraiment beaucoup d'immersion et avec les scènes, la musique et tout ça. Enfin, l'ensemble prenait une telle place dans mon imagination que j'ai passé un chouette moment cocooning. À présent, j'ai vraiment très hâte de découvrir le tome 2 qui lui sera sur d'autres personnages et il sortira en juin. Par contre, je ne sais absolument pas sur quel personnage ce tome 2 portera. À la bibliothèque, j'ai emprunté Journal d'un enfant de lune de Joris Chamblin et Nalin et c'est une bande dessinée qui m'a énormément émue. On va y suivre Morgane, une adolescente qui vient d'emménager avec ses parents dans une nouvelle maison, sauf que en rangeant sa chambre, elle va trouver un journal derrière le radiateur. C'est celui de Maxime, un adolescent de 17 ans qui est un enfant de la lune. Il y raconte son quotidien, son vécu et Morgane, elle va vouloir en apprendre plus sur lui parce que
ce qu'il y raconte, ça l'intrigue et ça la prend au trip. Personnellement, cette BD pour moi elle a été un petit coup de cœur. Elle est vraiment remplie d'émotions et elle est très très bien faite. On en apprend plus sur la maladie de la lune qui s'appelle le Xeroderma pigmentosum et c'est une maladie génétique liée au soleil. C'est-à-dire que la peau elle n'arrive pas à se régénérer parce que les cellules ayant été en contact avec les UV meurent. Et cela risque de provoquer des maladies très très graves telles que des cancers et d'autres soucis chez ces personnes atteintes de cette maladie. On a un scénario qui va mettre en avant une famille comme les autres jusqu'au moment où Morgane justement elle va trouver ce journal intime. Elle va tellement être émue, tellement touchée qu'elle va mener une petite enquête pour pouvoir avoir des informations sur Maxime, sur sa maladie et l'ensemble va apporter beaucoup d'émotions parce que elle va découvrir des choses qui étaient jusque-là pour elle inconnues. On a des illustrations qui apportent une réelle plus-value au récit parce qu'on a des couleurs qui vont mettre l'accent sur la peau et les petites imperfections de celle-ci. On a un trait graphique qui est très très fin et qui marque les traits du visage. Je peux pas vous mettre de vidéo avec les graphismes, toutefois je vous mets les photos que j'ai fait pour Instagram pour que vous ayez un petit aperçu de ceci. Personnellement, pour moi cette bande dessinée, elle est tout simplement incroyable. Elle est très intéressante pour en apprendre plus sur le Xeroderma pigmentosum, qui est une maladie qu'on entend parler mais qui est à mes yeux assez peu connue. Je continue avec une bande dessinée, cette fois-ci c'est Equinox, Cheval de Lune de Wallenstein et Goethe, le premier opus d'une série qui, si je dis pas de bêtises, comportera 5 tomes. Equinox, c'est un lieu de paix où a lieu énormément de métamorphoses lunaires et celui-ci va sombrer dans le chaos, la lune va éclater puisqu'il y a eu un choc et cela va affecter toutes les transformations magiques. Il faut savoir que dans ce monde, les personnes ont la capacité de se métamorphoser en une espèce animale et on va y suivre 4 prêtresses de la lune qui, elles, ont le don de se métamorphoser en cheval. Et pour survivre, puisque c'est totalement le chaos, que les gens sont devenus fous, elles vont devoir abandonner Equinox et trouver le moyen de sauver ce monde. Alors personnellement, je suis tombée totalement sous le charme de cet ouvrage, il est sublime. On a une ambiance bleu nuit avec des petits reflets blancs phosphorescents, personnellement j'en ai pris plein les yeux. On sent une petite inspiration japonaise à travers le paysage. Le trait graphique est particulièrement fin et à travers les illustrations, on a énormément de diversité, notamment au niveau des espèces animales, mais aussi au niveau des personnages, et ça, avec la représentation, c'est vraiment top. L'histoire en elle-même, elle est sombre, parce que c'est le chaos. On a une introduction qui présente nos héroïnes, leurs capacités, leur amitié, puis on a à ce moment-là le drame qui arrive avec la lune, et l'ambiance fait qu'on ressent totalement l'angoisse de la population. On a un monde qui est paradisiaque et qui va s'effriter et qui va laisser place à la terreur et donc forcément les gens sont en colère et quand les gens ont peur et sont en colère, cela amène à des réactions très violentes. En fonction des événements, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a une colorisation qui évolue entre chaleur et noirceur. Alors comme je vous ai déjà mentionné au début de cette vidéo, au début j'ai eu vraiment la sensation de voir des inspirations japonaises, notamment en tout ce qui touche le palais, mais on a aussi un côté Tim Burton et certaines planches m'ont fait penser à l'étrange Noël de Mr. Jack à certains moments. Je vous en dis pas plus parce que j'ai peur de vous spoiler, mais j'ai vraiment très hâte de découvrir la suite de cette bande dessinée qui est vraiment très chouette. J'ai lu le tome 2 de Palisade Park qui m'a été envoyé en service presse numérique par Fixia et donc dans ce tome 2 on quitte totalement Lee et Matthew pour se concentrer sur l'histoire de June et Derek. Depuis leur emménagement à Palisade Park, June et Derek, ils se tournent autour sans cesse, c'est électrique, on sent cette petite touche Enemies to Lovers et pour le besoin d'un reportage, June va devoir prendre sur elle et aller supporter le caractère de Derek parce qu'elle va devoir le suivre de partout. Mais le plus dur, c'est qu'elle va devoir faire face à sa plus grande phobie, les incendies. On a vraiment une douce romance. Dès le premier opus, on avait vraiment un aperçu de la tension qui régnait entre les deux personnages. C'était fort, c'était vraiment électrique, on avait de belles joutes verbales. Et ce que j'ai apprécié dans celui-ci, c'est que là, maintenant, on va en apprendre plus sur eux, leur quotidien, on va les suivre
dans leur peur, au niveau de leurs pensées, mais aussi au niveau de l'attirance qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Et on va explorer également le métier de pompier et l'inquiétude des proches. J'ai beaucoup été touchée par Dune, par son vécu, par son vision de la vie. Il y a de belles valeurs véhiculées sur l'acceptation de soi, mais aussi le regard des autres. L'histoire de Dune et Derek, pour moi, c'est une évidence. Entre eux, il y avait une attraction qu'on pouvait pas nier dès le premier tome, même si le premier tome ne se concentrait pas sur leur histoire. Et personnellement, moi j'adore le Trap and Miss to Lovers parce qu'on a souvent des joutes verbales qui me font mourir de rire. Et voilà, leurs interactions, le duo qu'ils forment m'a énormément touchée. J'ai adoré vraiment l'histoire, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré ce petit fil conducteur qu'on a entre le tome 1 et le tome 2 sur les histoires de voisinage. Par contre, la fin, par moment, m'a fait un petit peu lever les yeux au ciel parce que je trouvais que certaines réactions des personnages étaient un peu injustifiées et ça faisait un petit peu gamin. En dehors de ça, j'ai passé un super moment et à présent, j'ai hâte de découvrir l'histoire de Travis, notre policier assez rond. À présent, on passe à une grosse brique avec Crescent City, le tome 2, Maison du ciel et du souffle de Sarah J. Maas, que j'ai lu en lecture commune sur le Discord, la citadelle de nos lectures, vous avez le lien en barre de description. Et ici, je peux vous dire que cette lecture pour moi a été assez en dents de scie. On commence vraiment sur les chapeaux de roue, à partir de 50%, j'ai ressenti énormément de longueur, j'en avais un petit peu marre, il y avait des choses un peu répétitives, et puis après on a énormément d'intrigues qui s'entrecroisent, donc on est facilement perdu. Par contre, j'ai été très déstabilisée par les nombreuses scènes spicy avec le langage assez fleuri qu'on a au sein de ce tome. Et il y a des phrases telles que la phrase « jouis pour moi » qui a tendance à me faire lever les yeux au ciel, qui était un peu trop mentionnée à mon goût. Pour moi, ce livre aurait pu faire facilement 200 pages en moins pour être apprécié. Hormis ces petits aspects négatifs, j'ai vraiment adoré l'enquête, les différentes révélations qui sont palpitantes, les interactions entre les personnages. J'ai adoré en apprendre plus du coup sur eux, leur vécu, mais aussi les mondes qui les entourent. Et la fin du roman, elle est juste incroyable. Elle relève carrément le niveau de cet homme. Toutefois, pour apprécier la saga dans son ensemble, les petits détails et plein de petites choses, je vous conseille d'avoir lu les précédentes sagas de Sarah J. Maas. J'en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Je me rends compte que je n'ai pas fait de résumé de ce second opus. Alors, pour ne pas vous spoiler, je ne vais pas vous en faire un. Toutefois, je vais vous présenter en quelques mots le tome 1. Dans le tome 1, on suit Bryce et Danica. Elles sont amies et suite à des choses qui se sont passées, Danica va être assassinée. Bryce va être accusé de son meurtre, mais surtout, va y avoir d'autres meurtres qui ressemblent à celui de Danica qui vont avoir lieu. Bryce va être soupçonnée de ces meurtres et puis après, elle va prouver son innocence et elle va devoir mener l'enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe, qui a tué Danica et qui reproduit ces meurtres. Et dans son enquête, on va lui mettre Hunt, un ange déchu qui devra l'accompagner, mais en même temps la surveiller, veiller sur elle. Et on va être plongé au niveau de cette enquête, de cette intrigue. Mais l'histoire va bien au-delà de cela parce qu'on est dans une ville où il y a énormément de créatures surnaturelles qui coexistent. Et en fonction de ces créatures surnaturelles, on a également une façon de gouverner un petit peu particulière. Voilà tout ce que je peux vous dire du tome 1 sans trop vous en dévoiler pour ne pas vous spoiler l'histoire. Le tome 2 suit un petit peu la même trame parce qu'on est toujours un petit peu dans l'histoire de Bryce, de Danica, mais on a également beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu. J'ai lu le 3e tome de Vampiria de Victor Dixon, qui est celui qui conclut la première trilogie d'une saga qui comportera, je crois, 14 tomes si je dis pas de bêtises. Et donc, bon, on a à peu près, si je peux dire, entre guillemets, la fin de l'histoire de Jeanne. Je vous fais pas de résumé pour ne pas vous spoiler ce roman. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on en est dans une histoire de vampirir un peu horrifique, assez sombre, et dans ce tome, l'ambiance s'assombrit. On a un univers qui est vraiment très accrocheur, on va découvrir un monde de piraterie très différent de ce qu'on a l'habitude de lire dans ce style de roman. Et personnellement, j'ai passé un bon moment, l'aventure était palpitante et j'ai adoré suivre un petit peu toutes les péripéties autour de Jeanne.
Victor Dixon, il nous emmène au cœur du folklore de l'océan avec certains mythes qui vont prendre vie et personnellement j'ai adoré ça, ça a changé totalement des opus précédents et ce que j'ai particulièrement aimé c'est Jeanne. Jeanne qui m'a paru beaucoup plus humaine, qui a énormément évolué depuis le tome 1. Certains protagonistes, eux, m'ont beaucoup manqué dans cet opus. Je comprends qu'ils soient absents parce que c'était essentiel aux besoins du récit. Toutefois, quand je m'attache à des personnages, j'aime bien les retrouver. La fin de ce premier cycle est pour moi assez inattendue. J'ai eu un petit sentiment d'inachevé concernant l'histoire de Jeanne. Mais après, comme l'histoire et la saga ne sont pas terminé, je me dis que même si on ne suit plus Jeanne, on peut continuer à suivre un petit peu ses interactions et donc je pense que ça explique le sentiment que j'ai eu à la fin. Si vous aimez tout ce qui touche au vampirisme, aux ambiances assez sombres et que vous cherchez une histoire de vampire très originale, je ne peux que vous recommander cette saga parce qu'elle est super bien faite. La plume de Victor Dixon est vraiment très immersive et j'ai passé un très bon moment en lecture. Après, c'est pour moi une très bonne saga, une saga qui est très intéressante, mais je ne suis pas autant enjouée et embarquée que certains peuvent l'être par rapport à Vampiria. Je sais que pour beaucoup c'est un coup de cœur, pour moi c'est simplement une bonne lecture. Voilà, on a fait le tour de mes 7 premières lectures du mois de février, non, du mois de mars, j'ai un mois de retard là. Donc je vous ferai d'autres points lecture où je vous présenterai à peu près 7 livres à chaque fois pour éviter que ce soit trop long. J'ai divisé mon total de lecture par 3. Vous l'aurez sans doute compris. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres mentionnés, s'il y en a un qui vous tente, à me donner votre avis, si vous les avez aimés ou pas. N'hésitez pas à me mettre un petit emoji. Qu'est-ce qu'on va mettre? Un petit emoji pompier ou incendie si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Comme ça, on rend honneur au tome 2 de Palisade Park. Et moi, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mais je ne sais pas encore laquelle ce sera. Allez, bon, je vous dis à très bientôt. Et je vous fais plein de bisous. Ciao.